Bonjour à tous les deux. Xavier Lépine, vous êtes président de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Vincent Aurès, vous êtes directeur du développement durable et de l'innovation chez Novaxia. Bienvenue. Je me tourne d'abord vers Monsieur Lépine. Alors le thème de notre table ronde est taxonomie, valeur verte, engagement. L'investissement immobilier entame sa révolution. Est-ce que l'investissement immobilier est en train de changer de nature ? Quelle est l'ampleur de ce changement? Est-ce qu'on peut continuer de faire comme avant ou est-ce qu'il faut tout renverser? Ça marche? Allô? Ça marche. Ouais, ça marche là? Oui. Bon. Bah, évidemment qu'on ne peut pas continuer. L'immobilier, il faut le regarder sur long terme. Et le long terme, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est 30, 40 ans. Je veux dire, on a toujours eu une croyance que d'abord les arbres pouvaient monter jusqu'au ciel. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'interpelle dans l'immobilier, c'est que, comment dire, je vais prendre quelques chiffres assez simples. Ces chiffres, c'est quoi? Vous avez le PIB de la France, en 40 ans, il a été multiplié par 7, comme à peu près tous les pays occidentaux. Les salaires, ils ont été multipliés par 5. Jusque-là, tout va très bien. L'inflation générale des prix a été multipliée par 4. Et l'immobilier dans les zones tendues, il a été multiplié par 12. Bon. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement un aménagement du territoire au sens large qui fait que l'immobilier a augmenté entre 2 à 3 fois plus que les revenus. Et ça a été particulièrement vrai les 20 dernières années, mais ça a été vrai tout le temps. Alors, on peut, je veux dire, très clairement, on n'a pas à être fier de cette situation, tous les acteurs de ce secteur. Mais on n'est pas les seuls responsables. Hein. Je veux dire, quand je vous citais les chiffres de multiplier par 7 le PIB, la création monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation, la création monétaire, elle, a été multipliée par 50 sur la même période. Donc on a créé, et ça mes sources vous pouvez aller les vérifier, hein, c'est l'OCDE, donc on a créé beaucoup plus d'argent que de richesse. Cet excès de création de richesse, c'était les se mettre dans les actifs financiers. Celui qui a investi en bourse 10 000 euros en 1980, il a 520 000 euros dans sa poche en réinvestissant les dividendes. Et celui qui avait investi dans l'immobilier, s'il a fait de l'immobilier de bureau qui a été seulement multiplié par 8, mais avec les loyers capitalisés, il a également fait x50. Et l'immobilier de résidentiel, les loyers sont plus faibles, mais les prix ont augmenté plus. Donc il a également fait x50. On voit bien que ce système, il est un peu à bout de souffle. Et ce qui pose aujourd'hui tout le problème. Alors, quel est le rapport avec la taxonomie verte? Eh bien, c'est parce qu'en même temps, sur la même période, on a eu une très grande injonction contradictoire, puisqu'en 1998, dans les accords de Kyoto, vous avez eu les États qui ont dit il y a une priorité, c'est le climat. Alors le climat était devenu prioritaire. On a mis 8 ans pour ratifier les accords et on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait parce qu'en même temps que les États disaient il y a une priorité, c'est le climat, on est en même temps rentré dans une période où à peu près tous les États ont dit on ne va pas augmenter les déficits budgétaires. Et d'ailleurs, l'euro s'est créé dans l'idée que 3%, c'était le maximum. On a toujours fait plus, mais en tout cas, c'était toujours une priorité, mais ce n'était jamais une urgence. Donc on n'a rien fait jusqu'en 2015. Alors on a un petit peu réglementé, on a fait un peu de réglementation. Donc on a tous vu la RT 2012, la RT 2005, la RT 2020 maintenant, mais finalement c'est extrêmement faible. Donc aujourd'hui on arrive au bout du système, puisque maintenant il fait chaud. Donc qu'est-ce que font les États? Eh bien les États, ils savent faire exactement ce qu'ils savent faire très bien, c'est-à-dire réglementer. Donc c'est la taxonomie ou la taxinomie, j'ai jamais très bien su ce qu'il fallait dire. Mais grosso modo, taxo ou taxi? Les deux, ma générale. Ça te va très bien. Donc en fait, on est maintenant dans une situation où on n'a plus vraiment le choix. Mais ce choix, là où il est encore un tout petit peu particulier, c'est que finalement, cette réglementation, elle est très très orientée sur les émissions de CO2.
on le voit bien, c'est, voilà, on va vous dire, il faut telle norme, telle lettre sur votre logement ou telle norme pour la construction de bureaux qui va dicter cela. Mais ça, finalement, c'est la norme d'émission de CO2. C'est ce qu'on appelle, voilà, j'ai oublié le nom. Grosso modo, ça vous fait qu'une partie du job, parce que la réalité, c'est qu'il va faire chaud. Donc, notre ministre Béchu a commencé à le dire, hein, il peut faire 4, plus 4 degrés, plus 5 degrés, 50 degrés à Paris. Et ce n'est pas parce qu'on aura fait de la mitigation, c'est-à-dire réduit les émissions de carbone, qu'on aura résolu notre problème. Or, toute la réglementation porte sur les émissions. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir faire des adaptations, des investissements d'adaptation, et ceux-là, ils ne sont pas dans les comptes. Ils ne sont pas dans les budgets. Et ça va faire très mal, parce que, vous savez, moi, j'ai toujours trouvé très surprenant que d'un côté, on dise tu ne peux plus louer ton logement s'il a telle lettre à partir de telle année. Je comprends bien, mais la personne qui habite dedans et qui est propriétaire, il fera aussi chaud que celui qui est locataire. Et bon, on comprend qu'on ne peut pas lui imposer, en tout cas en l'état actuel, mais il est clair qu'il y a un vrai sujet. Et donc il va bien falloir faire une révolution, et j'en terminerai là pour cette première réponse, il va bien falloir faire une révolution dans les modalités de financement de cela. Parce que, en fait, personne n'est spontanément prêt à les faire. Les gens ont souvent considéré que quand ils achetaient un logement, à part de faire des travaux d'embellissement, basta. Là, on va rentrer dans une échelle qui n'a rien à voir. Donc, effectivement, le gouvernement fait des primes rénov', des primes adapte, des primes, mais c'est très déprimant. Et il va bien falloir trouver un système de financement différent. Personnellement, je pense que ce qui est évoqué aujourd'hui par certains, notamment par David Amiel et aussi dans le rapport Sichel, c'est-à-dire que ce soit l'immeuble ou le bien qui s'endette, est pratiquement la seule réponse possible à l'échelle du problème. Et ça va être une vraie révolution, parce que ça veut dire qu'il faut changer il va falloir que le code de la propriété, de la copropriété qui date de 65, soit quand même un tout petit peu revu, parce que c'est pas du tout efficient pour cela. Il va falloir que les banques acceptent de se dire, bon, finalement, si je finance, on a une chance énorme, c'est que l'immobilier vaut très cher. Donc de devoir faire des travaux sur quelque chose qui vaut très cher, c'est quelque part plus facile. Autrement dit, si votre bien qui a doublé de prix depuis 20 ans, on vous dit finalement il faut faire 1000 ou 2000 euros de travaux pour pouvoir le rendre vivable, effectivement il vaut moins. Il vaut moins, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir le financer. Donc effectivement, un prêt avance rénovation dans lequel on le remboursera à la sortie, à la revente du bien, à la mutation du bien, ou donc à la cession, est probablement la meilleure des réponses possibles, dans le diffus. Après, il y a d'autres approches qui sont celles que tu proposes. Justement, Vincent Auré, donc Novaxia acquiert et transforme des actifs immobiliers en les rendant très performants. C'est votre marque de fabrique. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne et comment chez vous ça fonctionne. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous et spécialement d'être avec Xavier Lépine, avec qui on a travaillé, on a notamment initié et il a été une source d'inspiration majeure pour tout ce que je vais vous présenter. Novaxia, je vais partir d'un cas très particulier et puis essayer d'arriver à notre modèle économique. Aujourd'hui, donc le groupe Novaxia a deux métiers, on collecte de l'épargne principalement auprès de particuliers via une société de gestion agréée par l'AMF. Donc c'est des fonds immobiliers tous orientés vers ce qu'on appelle le recyclage urbain. Donc sans étalement urbain. Ça, c'est notre premier métier. Et puis deuxième métier, on va travailler en copromotion avec des promoteurs au niveau national et européen pour faire des projets immobiliers de recyclage urbain principalement tournés vers le recyclage de bureaux obsolètes ou de friches obsolètes déjà artificialisées en logement. Donc voilà nos deux métiers. Pour vous donner un ordre d'échelle, aujourd'hui on investit environ 1,2 milliard par an pour produire du logement et l'année dernière on a mis en production plusieurs milliers de logements, donc sans étalement urbain. Avant d'arriver sur nos fonds, l'article 9 et comment la taxonomie, la valeur verte et nos engagements transforment aussi la manière de faire de l'investissement, j'aimerais partir d'un cas concret. Aujourd'hui, l'un de nos engagements à impact au sein de tout le groupe Novaxia,
c'est de faire en sorte que tous les permis de construire qu'on dépose soient alignés avec cette fameuse taxonomie. Donc on s'est un peu creusé la tête pour voir de quelle manière on pouvait le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire et qu'il n'y a pas du tout que Novaxia qui peut le faire, puisque Novaxia travaille toujours avec des acteurs de la promotion immobilière. Et donc tout ce que je vais vous dire sont toujours en partenariat avec des promoteurs. Aujourd'hui, un permis de construire qui ne prenait pas en compte la taxonomie et un permis de construire qui la prend en compte, si je tire le trait, je schématise, c'est environ 6 études supplémentaires qu'il faut financer, qui n'étaient pas là et qui n'étaient pas obligatoires auparavant. Et si je fais des grandes moyennes, c'est environ 20 000 € par étude. 6 études supplémentaires, en France, j'entends, 6 études supplémentaires, 20 000 € en moyenne par étude. Autrement dit, à l'échelle d'un bâtiment de logement collectif, à l'échelle d'un très grand projet immobilier, on peut y arriver. Ça reste grosso modo marginal de faire en sorte que le bâtiment soit aligné avec cette classification de l'immobilier durable. Encore faut-il pouvoir l'intégrer dès le début. Et avant d'arriver sur comment on l'intègre, quelles opportunités ça provoque. Aujourd'hui, de faire des projets immobiliers qui soient alignés avec la taxonomie, ça a fait en sorte qu'il y a encore quelques semaines, une banque nous a appelé, l'une des principales banques en France, nous a appelé pour financer. Autant vous dire que dans le marché actuel, on est très content quand une banque nous appelle. Pourquoi? Parce que la banque souhaite financer, dans le cadre de ses propres exigences environnementales au niveau européen, financer des projets immobiliers qui soient alignés avec la taxonomie. Et aujourd'hui, rejoignez, et je vous incite à le faire, parce que les banquiers recherchent des projets, c'est toujours un argument supplémentaire pour eux, et donc pour nous tous, pour fabriquer notamment du logement. Première chose donc, une fois qu'on fait un permis de construire qui est aligné, on a des banques qui sont intéressées dans le cadre de leurs propres engagements. Autre chose, la place financière française et au niveau européen souhaite que la place financière, le rôle des épargnants, via notamment les sociétés de gestion en immobilier, puissent elles aussi mettre de l'épargne, mettre des liquidités vers tout ce qui concerne des projets immobiliers alignés avec la taxonomie. Autrement dit, faire en sorte que l'épargne en France soit mobilisée pour la production de logements bas carbone, si je regarde notre thématique aujourd'hui. Aujourd'hui, deux choses nous encadrent et provoquent un petit peu de remue-ménage dans l'investissement immobilier. La première chose, c'est que toutes les sociétés de gestion doivent, dans quelques semaines, et c'est en train actuellement d'être fait, dire le nombre de projets immobiliers qu'elles financent, avec l'argent qu'elles lèvent, qu'elles collectent, qui sont alignés avec la taxonomie. Autrement dit, l'année dernière, on finançait 100 projets. Sur ces 100 projets, ces 100 permis de construire, combien sont alignés avec la taxonomie? On pourra rentrer dans le détail, bien sûr, dans les questions-réponses. Ce n'est pas exactement au nombre, c'est la market value des projets. Mais enfin, on doit dire combien des permis de construire sont alignés avec la taxonomie. C'est un objectif déclaratif. Or, il est public et donc tous les conseillers en gestion de patrimoine, tous les assureurs vie vont regarder, vont pouvoir nous comparer. Premier facteur d'accélération dans ce domaine-là, et donc les sociétés de gestion aujourd'hui en France sont aux avant-postes pour regarder comment l'immobilier, notamment l'immobilier de production de logement, va être aligné avec la taxonomie du fait de leurs obligations, elles aussi réglementaires. Deuxième débat qui agite, et l'ASPIM et aux avant-postes aussi pour travailler sur ça, c'est provoquer une chose, c'est un fonds. Si je vous dis un fonds action qui finance de la production de charbon en Europe, tout le monde, je pense qu'il y aura un consensus pour dire qu'un fonds action qui finance la production de charbon ne peut pas être qualifié comme durable. Et si j'emploie nos termes techniques, peut-être article 9, catégorisé article 9. Ça, c'est pour les activités cotées, et notamment les actions. Or, en immobilier, il se trouve que l'impact qu'on peut tous avoir, ça n'est pas forcément de acheter des choses qui sont déjà construites, déjà louées, moins risquées. C'est plutôt d'aller produire du logement bas carbone, transformer de l'existant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le bâti en Europe et en France est déjà là. L'artificialisation des sols a déjà bien eu lieu. Il y a des millions de mètres carrés de bureaux vides et l'impact recherché pour la transition écologique, c'est plutôt de les transformer, de les recycler. Et donc, il y a eu un grand débat et qui continue. C'est est-ce qu'un fonds immobilier
peut financer des projets qui vont recycler, qui donc achètent par nature des projets immobiliers qui émettent du CO2. Je m'explique. Aujourd'hui, Novaxia, quand on achète des projets, sont des bâtiments qui ne sont pas du tout efficaces. Tout au contraire, plus c'est des passoires thermiques, plus c'est vide, plus c'est un peu dégueu sur le plan environnemental, plus ça nous intéresse parce que la plus-value à terme sur le plan financier et extra-financier est intéressante. Et donc, il faut expliquer, et c'est un effort de la place, que acheter du vide de l'obsolète, le recycler vers du bas carbone, comment on regarde ça en regardant si les permis de construire sont alignés avec la taxonomie, fait sens du point de vue environnemental, sans s'obliger à ce que le fonds lui-même doive être aligné avec la taxonomie. Je m'explique, un fonds qui produit le logement achète un terrain vide, transforme, recycle en logement et le revend. Peut en détenir, mais le revend. Donc par nature, par construction, nos fonds immobiliers ont une poche de projets qui sont alignés et une poche mouvante, en flux continu, qui va investir pour recycler. Et donc, comment tout ça, on entame notre évolution? C'est en faisant prendre aussi en compte les autorités de régulation au niveau européen, au niveau français, que l'immobilier est une classe d'actifs à part et que pour nous aussi agir sur tout ce qui concerne la taxonomie, la valeur verte, on doit avoir des règles à part. Pour la production de logements, c'est en cours de réflexion, mais aujourd'hui, il y a effectivement des opportunités. J'espère que vous avez fait naviguer d'un projet jusqu'au fond. Et aujourd'hui, la collecte, je finirai par ça, la collecte, si vous regardez le dernier trimestre de l'année dernière, au niveau européen, l'ensemble des fonds qui sont le plus à impact, catégorisés article 8 ou 9, ont une collecte nette positive. Là où les fonds immobiliers qui sont les moins durables, catégorisés article 6 ou 7, eux sont en décollecte nette. Donc il y a une valeur verte au sens déjà d'une collecte nette positive. Les années à venir vont probablement, mais rien n'est garanti en finance, montrer qu'il y a une résilience bien sûr des fonds à impact. D'accord, c'est bien à mon avis pour ça que Novaxia s'est positionné sur les fonds les plus... Monsieur Lépine, est-ce que vous souhaitez faire un mot de conclusion parce qu'on arrive en fait au bout de cette... Oui, Novaxia c'est super parce que finalement il est promoteur pour compte de tiers. C'est-à-dire qu'en fait il utilise l'argent des épargnants pour produire. Alors que généralement les investisseurs immobiliers sont des gens qui ne font pas l'acte de produire. Donc ça c'est très très bien. Juste peut-être le mot c'est... On a un défi absolument gigantesque. Ce défi, on peut l'illustrer par la défense. La défense, c'est quand même 250 000 personnes qui quotidiennement allaient travailler avant la crise, quotidiennement à la défense. Ce sont des immeubles qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont merveilleux et d'autres complètement obsolètes. Que fait-on ? Peut-on vraiment, pour moi, cette révolution, elle doit être financière. C'est-à-dire on ne transformera pas les tours de la Défense. Et si la Défense s'effondre, ça sera un vrai problème pour l'ensemble du marché de bureaux tertiaires de toute la région Île-de-France. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le premier centre de bureaux d'affaires de toute l'Europe. Donc on ne peut pas le laisser tomber. Et en même temps, on n'arrivera pas à le financer par des moyens classiques. Donc ça ne veut pas dire... Le moyen classique, c'est-à-dire des emprunts, mettons, à 7 ans, 10 ans, ce n'est pas l'échelle. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie maturité qui est en train de rentrer dans la tête de ceux qui gèrent ça, hein, que ce soit l'État, que ce soit Paris La Défense, que ce soit les investisseurs. Comment faire? Alors bien sûr, il y a la solution radicale, c'est on décode tout, ça perd 80% de sa valeur et on repart. Ça, c'est la version un peu hard, mais c'est probablement celle qui se passera in fine si on ne trouve pas d'alternative de financement crédible. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression là-dessus. Alors c'est vrai qu'on met un tout petit peu de pression sur ceux qui ont de l'argent, hein, notamment la Caisse des dépôts, mais pas finalement la Caisse des dépôts et le livret A, il était accessible uniquement pour le logement social, on l'a étendu au financement du nucléaire. Eh bien, on pourrait aussi l'étendre au financement de la rénovation de tous ces immeubles, parce que c'est un bien commun à ce niveau-là. Il ne s'agit pas du tout de subventionner les propriétaires, il s'agit de trouver un moyen de continuer à faire fonctionner le système.
je veux dire, à un moment donné, il faut quand même faire des choix au niveau budgétaire. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'ailleurs de les subventionner, il s'agit juste de leur donner accès à des financements très très longs qui permettent d'amortir des coûts qui sont colossaux. D'accord. Monsieur Orez, vous souhaitiez un dernier mot? Compléter par quelques chiffres pour nourrir la réflexion. Aujourd'hui, en Île-de-France, plus de 4,4 millions de mètres carrés de bureaux vides à l'heure actuelle. Nous, souvent, ce qu'on achète, c'est vide depuis plusieurs années. Aujourd'hui, 45% du parc locatif social peut être considéré comme des passoires énergétiques selon l'INSEE, toujours à l'échelle de l'Île-de-France. On peut aujourd'hui produire donc beaucoup de logements qui peuvent être donc alignés avec cette fameuse taxonomie à partir de fonciers déjà existants. On sait que l'étalement urbain à 70% est directement lié à la production de logements, donc il y a un enjeu environnemental et en même temps, je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire qu'il y a un enjeu social sur la production de logements. Et enfin, dernier chiffre, dans quelques communes de première et deuxième couronne, notamment en Île-de-France, mais c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les grandes métropoles françaises, une partie majoritaire du stock vide, du stock tertiaire vide, est vide depuis plus de 4 ans. Et ce sont à chaque fois des données de brokers. Ce stock vide de tertiaire répond plus aux usages là où il est en tout cas. On peut en faire plein de choses. Il y a des solutions qui existent. Je ne crois pas qu'il y aura effectivement une grande solution qui permettra de résoudre la crise du logement. Néanmoins, tout ce qui concerne la séparation du foncier et du bâti, le recyclage de bureaux en logement, enfin toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, des fois ne coûtent pas plus cher au secteur public et permettent en tout cas de produire du logement de manière massive. Et donc je rejoins tout ce qui a été dit par Xavier Lépine sur le changement aussi des modèles d'investissement qui permettent de faciliter notamment la promotion immobilière qui est attaquée notamment sur son plan économique par la montée des taux. Et donc pour avoir plus de résilience, il y a des nouveaux partenariats qui changent un peu le paysage. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.